bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de rencontre. L'annonce de la création de la Banque de développement des BRICS il y a quelques jours est au centre de l'actualité internationale. Certains commentateurs estiment que cette nouvelle institution pourrait remettre en cause le paysage financier international. Mais d'un autre côté, certains mettent en doute la capacité des BRICS à agir d'une seule voie sur le long terme. Donc, pour en parler, aujourd'hui, nous avons deux invités sur notre plateau, spécialistes en questions d'économie. Mais avant cela, regardons ensemble ce reportage. En 1944, juste après la Seconde Guerre mondiale, la conférence de Bretton Woods a placé le dollar américain au centre du système monétaire international. Et c'est sur cette base qu'ont été créés la Banque mondiale et le FMI. Depuis lors, ce système détient le monopole du système financier mondial. 70 ans plus tard, la Chine, le Brésil, la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud ont annoncé la création à Fortaleza au Brésil de la Banque de développement et du Fonds de réserve d'urgence des BRICS. Le siège de la nouvelle banque sera établi à Shanghai. Son capital initial souscrit de 50 milliards de dollars sera partagé à égalité entre les membres fondateurs qui bénéficieront d'un droit de vote égal. C'est depuis la Seconde Guerre mondiale la première banque fondée par les pays émergents et elle est considérée comme un événement marquant dans un contexte financier mondial en pleine mutation. En Asie, sous les auspices des dirigeants chinois, la future Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures se prépare activement à prendre part au processus en visant les investissements dans l'infrastructure en Asie. Cette banque est vue comme une rivale de la Banque asiatique de développement, dominée par les États-Unis et le Japon. Merci de nous retrouver dans cette émission. Nous recevons deux invités. Monsieur Ding Yifan, vous êtes économiste au Centre de recherche du développement pour le Conseil des affaires d'État et vous êtes aussi vice-président de l'Institut chinois de l'économie mondiale. Bonjour, Monsieur Ding. Bonjour. Et Philippe Dufresnay, vous êtes économiste et sinologue. Vous êtes également auteur de Négocier avec les Chinois et de l'ère de l'économie globulaire. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Et tout d'abord, j'aimerais bien revenir sur l'origine de la banque de développement des BRICS et du fonds de réserve des BRICS. Pourriez-vous nous présenter comment a-t-elle vu le jour? Oh bon. C'est un projet en discussion depuis un certain temps. Depuis 2010, en fait, les pays du BRICS représentaient à l'époque une force telle, surtout après la crise financière dans le monde occidental, dans le monde développé, qu'on pensait que les pays du BRICS allaient représenter plus que la moitié de l'économie mondiale. Ce qui fait que les pays du BRICS ont décidé de faire quelque chose en dehors de ce système, parce que c'est le système de finance internationale est né du système Bretton Woods, et ce système est censé ne plus représenter la structure de l'économie mondiale, et que les pays émergents, en particulier les pays du BRICS, sont sous-représentés dans ce système Bretton Woods. Et ils ont voulu faire quelque chose à part. Et donc l'idée est venue de créer une banque de développement pour soutenir d'abord les projets d'infrastructure dans ces pays, mais aussi pour soutenir aussi le développement d'autres pays émergents, d'autres pays en développement et qui ont un rythme de croissance très rapide aussi. Et Philippe, avez-vous suivi la création de cette banque? Oui, donc on parle effectivement d'une puissance des BRICS qui n'est plus forcément en ligne avec la réalité des choses, puisque le système de Bretton Woods il date de 70 ans. Or, les BRICS dont on parle, les 5 pays, c'est quand même 40% de la population mondiale aujourd'hui. C'est un cinquième du PIB mondial aujourd'hui. Et en ce moment, c'est 61% de la croissance mondiale. C'est-à-dire que cette année, 61% de la croissance mondiale a été tirée par les BRICS. Donc, ils estiment qu'ils ne sont pas forcément représentés à leur juste valeur par un système qui date de 70 ans. Donc, d'où vient cette idée d'où est venue cette idée? En fait, c'était exprimé lors de la dernière session des BRICS. Ils ont
dit qu'ils allaient monter ce système et ils l'ont annoncé donc au Brésil à la 6e session des BRICS. Et on dit souvent que la banque et le fonds de réserve des BRICS sont considérés comme la version BRICS de la Banque mondiale et du FMI. Donc est-ce qu'on peut parler de concurrence entre ces nouvelles institutions et celles basées à Washington? Alors en fait, concurrence, c'est la presse qui parle de concurrence. C'est un réflexe naturel. C'est plus un miroir. C'est normal qu'ils reprennent la structure de fonctionnement de FMI et des BRICS qui a fait ses preuves. Mais en l'occurrence, il y a quand même des différences. Parce que la Banque mondiale, par exemple, les structures qu'on connaît aujourd'hui, elles prêtent de l'argent aux pays, mais elles leur imposent une façon de le gérer. Et c'est ce qu'a annoncé, enfin la nouvelle banque de développement a annoncé qu'elle ne ferait pas ça. Donc en ça, il y a déjà une différence. Et M. Ding? En fait, bien sûr, il y a une part de concurrence, en ce sens que la nouvelle banque de développement a annoncé clairement qu'elle n'imposerait pas de conditionnalité aux demandeurs de crédit, etc. dans l'avenir. Mais bien sûr, il y aura d'autres conditionnalités, je pense, de renforcement, d'engagement ou de garantie, d'une certaine manière. Mais à en juger par l'itération faite par les dirigeants de la Banque mondiale, du FMI, eh bien, ces institutions de Bretton Woods veulent aussi coopérer avec le nouveau système créé par les pays du BRICS. Le président de la Banque mondiale a laissé entendre que la Banque mondiale actuellement n'a pas la capacité de satisfaire à toutes les demandes de crédit en provenance des pays en développement. Donc, si la nouvelle Banque de développement pourrait satisfaire éventuellement les nouvelles demandes en provenance des pays en développement, ce serait une bonne idée et que la Banque mondiale serait prête à coopérer avec la nouvelle Banque du développement. Ce serait une complémentarité plutôt qu'une concurrence dans ce cas-là, par exemple. D'accord. Donc, à la Banque mondiale et au FMI, on veut dire que les votes des pays membres des BRICS n'atteignent pas le poids des États-Unis à eux seuls. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'établissement d'une banque et d'un fonds de réserve, c'est une manière de s'exprimer plus forte contre les États-Unis? Contre, peut-être pas de façon ouverte, mais c'est une façon de faire valoir leur voix, leur présence, effectivement, oui, et leur capacité à s'affirmer dans la création d'une institution mondiale aujourd'hui. Le système dit de Bretton Woods date il y a plus de 70 ans, donc c'est très ancien, et le droit de vote n'a pas évolué proportionnellement à l'évolution de l'économie mondiale. Et aujourd'hui, la Chine est la seconde économie du monde, et même si on a essayé de changer le droit de vote de la Chine pour relever de 2,7% à 4,4%, eh bien, la Chine détient encore trop peu de place au sein de ce système. La Chine est aujourd'hui le double de l'économie japonaise. Et la réserve de devises étrangères chinoises est beaucoup plus large que celle du Japon, mais le Japon détient plus de 7% du droit de vote au sein même de ces institutions. Donc la Chine considère cela comme injuste. Et la Chine, bien sûr, soutient toutes les tentatives de création d'une nouvelle institution financière internationale pour essayer de représenter plus justement la disposition de l'économie mondiale. D'autant plus que cette année, c'est l'année où la Chine est devenue numéro 1 en termes de parité de pouvoir d'achat. Bon, alors, le calcul est encore un petit peu contesté de part et d'autre, mais c'est symbolique. C'est également cette année-là qu'ils créent leur propre institution. Donc, c'est-à-dire qu'au sein de la Banque mondiale et le Fonds réserve, ça ne peut pas déjà satisfaire aux demandes des pays émergents. Donc, on a créé une nouvelle pour se faire satisfaire. Donc, pour aussi donner un exemple de développement un peu, pour soutenir un nouveau modèle de développement. En fait, les conditionnalités souvent posées par la Banque mondiale ou par le FMI sont considérées comme instruments
qui serait destiné à forcer les pays demandeurs de crédit à se conformer au modèle de développement à l'occidental, etc. Alors que la crise a montré que le modèle de développement des pays développés ou des pays occidentaux n'est pas forcément le meilleur modèle à suivre. C'est pour cela que la création de la nouvelle banque de développement servirait aussi à montrer un autre exemple, à montrer un autre modèle de développement aussi. Et certains analystes estiment que les BRICS, en permettant les échanges entre leurs monnaies, sans passant par le dollar, c'est se prémunissent contre le retrait américain de la politique d'assouplissement quantitatif ou d'autres changements politiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, est-ce que je suis d'accord? Pourquoi pas? En fait, ce qu'on sous-entend, c'est que les Américains, avec la politique d'assouplissement quantitatif, contrôlent un petit peu la façon dont vont les choses. Le développement aujourd'hui en Chine a atteint un paroxysme parce qu'il a utilisé beaucoup de stimuli. Il y a un jeu qui va se faire sur les monnaies dans les années à venir, un jeu clé, et effectivement, le fait de créer une institution parallèle, d'enlever le PEG, la dépendance de la monnaie chinoise à la monnaie américaine, va permettre à la Chine de pouvoir continuer sur sa destinée. En fait, oui. Le système Bretton Woods est basé sur la prédominance du dollar dans le système. Alors qu'on sait très bien que la prédominance du dollar dans ce système a causé bien des dégâts. Surtout après cette crise financière en 2008 et puis en 2010 dans la zone euro, etc. Mais on sait très bien que le dollar crée plus de dommages que de bénéfices maintenant dans ce système. Eh bien, depuis un certain temps, les pays émergents, donc les pays du BRICS, essaient de se décaler un peu du dollar, etc. Donc, ils ont décidé de s'échanger leurs devises directement sans passer par le dollar. Même les pays européens seront intéressés plus ou moins dans ce domaine-là parce que la banque française Paribas BNP a été punie par les Américains justement parce que ils ont voulu utiliser le dollar pour des objectifs que les Américains n'ont pas appréciés. Eh bien, cela montre que, d'une certaine manière, les Américains, bien sûr, de par leur position de prédominance dans le système financier international, tentent parfois à abuser de leur position et d'imposer leur conditionnalité pour leurs propres objectifs, pour leurs propres intérêts. Et de ce point de vue, bien sûr, il y a des raisons que les autres pays, surtout émergents, essaient de s'écarter de plus en plus de ce système. Mais une autre question qui intéresse tout le monde, c'est d'où viennent les bénéfices de la Banque du développement des BRICS? En fait, oui, sur cette question-là, j'ai été interrogé il y a 2 jours par des économistes américains. Ils disent que, oui, vous, sans conditionnalité, vous ne serez pas capable de gérer votre banque. Eh bien, votre banque ne fera pas de profit. D'où viendront les bénéfices de votre banque, etc. Je dis tout simplement, par définition, une banque de développement n'est pas faite pour gagner des profits. En fait, par définition, une banque de développement est destinée à fournir des crédits à des projets à long terme, des projets d'infrastructures, etc., qui auraient des impacts de longue haleine sur l'économie. On vise sur le long terme, on ne vise pas sur le court terme et on ne vise pas sur d'énormes profits. C'est le rôle des banques commerciales de prêter pour faire des profits. C'est-à-dire et de ce point de vue, une banque de développement est forcément une action du gouvernement ou d'une collectivité d'État. Donc de ce point de vue, je pense que tant que les pays du BRICS, les membres des pays du BRICS ont encore une finance publique relativement saine, puis ils n'auront pas à se soucier
de profit de la Banque du développement. Donc c'est-à-dire que cette banque n'a pas pour objectif principal de gagner de l'argent. C'est-à-dire. Ouais. C'est aussi la différence entre les banques commerciales et les banques gouvernementales. Ouais. Il existe plusieurs structures comme celle-ci, parce qu'en fait, là, il ne faut pas basculer dans un antagonisme entre le FMI et la nouvelle banque de développement des BRICS. Rappelons qu'il y a des banques de développement dans toutes les grandes zones régionales. Oui. Il y a une banque en Europe, il y a la BERD en Europe, il y a la banque islamique. Bon, c'est juste qu'en fait, l'Asie n'avait pas encore cette institution, et ça fait longtemps, c'est même une erreur qu'elle n'ait pas eue avant. Donc c'est tout à fait normal qu'elle prenne sa place en mettant en place cette institution-là. Et certains émettent des doutes sur la réussite du groupe des BRICS en invoquant les fossés graves entre les niveaux de développement économique et bien les systèmes politiques ou même les relations bilatérales avec les pays voisins. Donc, que pensez-vous de ce genre de commentaires, de critiques? Oui, bien sûr, il peut y avoir des critiques de toutes sortes. Mais il ne faut pas oublier qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Banque mondiale est née des efforts des pays complètement disparates, des pays au régime politique complètement différent. Qui avaient été en guerre juste avant. Mais qui étaient aussi membres de la Banque mondiale, qui ont créé la Banque mondiale, etc. Et ça n'a rien à voir avec tout cela. Le niveau ou l'écart ou la différence, la disparité de développement des pays membres, il y a aussi, le phénomène existe aussi au sein même de la Banque mondiale. Donc, ce n'est pas un problème. La volonté de ce pays est de montrer un autre exemple. La volonté de créer cette nouvelle banque de développement à part égale. C'est-à-dire qu'en dépit du niveau de développement disparate, ses membres se sont engagés à fournir autant de droits et de crédits à cette banque, montre qu'ils ont l'intention de montrer qu'ils peuvent faire quelque chose complètement différent. Et Philippe, selon vous, comment peut-on évaluer l'efficacité future de cette banque et de ce fonds? En fait, tu viens du concept des BRICS. Le concept des BRICS, ça vient de 2001. Ça a été inventé par un économiste, Jim O'Neill, qui en 2001 a mis en fait dans le même panier des pays qui avaient la même structure de développement. Mais c'est pas régional, puisque le Brésil, la Chine ne sont pas du tout au même endroit ni voisins. Aujourd'hui, ce même économiste dirait les BRICS, aujourd'hui, c'est que le C. Et il plaisante en disant, mais ça ne serait pas un très bon acronyme. Alors aujourd'hui, on continue sur le concept des BRICS, tout simplement pour leur modèle de développement. Mais la crise est passée par là. Ils n'ont pas réagi pareil à la crise. La Russie a subi la crise beaucoup plus difficilement que l'Inde, par exemple. Et le pays qui a, pour l'instant, qui est passé à travers la crise avec la même croissance, ça reste la Chine. Donc les disparités sont là. Les différences se creusent. Cela dit, comme vous avez dit, effectivement, ils s'engagent à travailler de la même façon, avec les mêmes règles. Alors comment on va évaluer la réussite de cette banque régionale? C'est tout simplement à la fois par les infrastructures, les travaux en infrastructure qu'ils vont réaliser. Est-ce que ça va être équilibré? Je pense que ça peut très bien l'être. Et aussi, quels sont les nouveaux membres qu'ils vont accueillir? On verra à quelle vitesse ça croît. Donc, si on réussit, est-ce que c'est possible que ce concept serait élargi dans d'autres pays, ou est-ce qu'il y a maintenant d'autres pays qui s'intéressent à la banque des BRICS? Je pense que si la banque de développement s'est nommée la nouvelle banque de développement, en fait, dans la presse, on dit que la nouvelle banque du développement de BRICS. En fait, son nom n'a pas de BRICS. Ça s'appelle tout simplement la nouvelle banque de développement. Sous-entendu, la banque serait un système plus ou moins ouvert. Et dans l'avenir, d'autres pays seraient probablement intéressés par ce système et y adhèrent. Et on parle maintenant de l'Argentine comme probablement le futur partenaire de cette nouvelle banque de développement. Donc, il serait tout à fait possible que dans l'avenir, les pays en développement dont la croissance est la plus rapide, considérés comme nouveaux pays émergents, se joindront probablement aussi à ce système. Il suffit de regarder en fait quels étaient les observateurs pendant le dernier sommet des BRICS.
Il y a beaucoup de pays d'Amérique latine qui étaient observateurs, officiels observateurs, c'est-à-dire qu'ils sont à côté de la porte, ils regardent, et si ça les intéresse, ils vont rentrer. Et la banque de développement est faite pour ça, pour accueillir des nouveaux membres, avec une condition, par contre, il faut l'aval des des cinq membres fondateurs de cette banque de développement. Je dis les 4 ou les 5 parce qu'en fait, il y a les BRIC et les BRICS. Depuis 2010, maintenant, on dit les BRICS puisque... il y a Sud-Afrique, oui. Donc peut-être c'est déjà un très bon exemple pour élargir ce concept. Déjà, oui. C'est déjà un système ouvert. On a accueilli un nouveau membre. L'Afrique du Sud est un nouveau membre de BRICS. Et c'est intéressant. Pourquoi on a pris l'Afrique du Sud ? Tout simplement parce qu'ils veulent inclure l'Afrique. Pour eux, l'Afrique du Sud, c'était le signe que l'Afrique faisait partie de toute cette zone pour laquelle ils veulent contribuer à un développement. Et le capital initial de la banque des BRICS provient des 5 pays membres. Mais est-ce que c'est à part égale? Parce que pour le moment, oui. La Chine n'a pas investi plus que les autres pays. La Chine est capable de fournir à elle seule tout le capital de la banque, mais oui, pour préserver l'unité, pour montrer la bonne volonté de coopérer avec les pays de BRICS, oui. La Chine va fournir aussi, initialement, c'est ça, 5 milliards de dollars. En fait, il y a deux choses. Il y a la banque. Et il y a le fonds de réserve. Le fonds de réserve. Alors pour la banque, en fait, chaque pays fondateur, les deux ont un montant de 100 milliards de dollars. Mais la banque, 50 milliards de dollars sont déjà là. 50 milliards de dollars ont été apportés par les 5 fondateurs qui ont chacun apporté 10 milliards. On en est là aujourd'hui. Par contre, pour la réserve en devises, ça c'est une autre histoire. C'est la Chine qui a apporté la majorité des fonds, qui a déjà apporté quand même 41 milliards. Les autres pays vont apporter 18 milliards chacun, sauf l'Afrique du Sud qui n'apportera que, entre guillemets, 5 milliards. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Mais pour la banque de développement, pour l'idée de développement, oui, ils ont tous apporté les mêmes montants. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut dire sur le rôle de la Chine au sein de la banque et au sein du fonds de réserve? Le fonds de réserve sert à provenir des liquidités à court terme pour essayer d'aider les pays membres à survenir des crises, une espèce de pénurie de liquidités à court terme, etc. Je pense que comme la Chine, qui possède la plus grande réserve de devises du monde, eh bien, il est visible que tout le monde regarde sur la Chine, non pas seulement les pays du BRICS, mais aussi, je me souviens qu'au moment de la crise des dettes souveraines en Europe, en 2010, etc., les pays en crise sont pratiquement tous venus en Chine pour chercher de l'assistance. Mais la Chine était pour le moment seule capable à fournir ce genre d'aide et de garantie. En fait, le rôle de fonds de réserve, contrairement à la banque de développement, n'est pas de soutenir des projets à long terme. Donc, est-ce qu'on peut dire que la Chine occupe une place de domination? Plutôt que domination, il faut savoir que c'est un grand nombre fondateur, donc c'est normal qu'ils influent sur la politique de départ de cette institution. Après, symboliquement, le siège est en Chine, mais en même temps, comme on l'a dit, la Chine apporte plus de fonds que les autres, donc c'est toujours donnant-donnant en quelque sorte. À mon avis, la Chine s'intéresse particulièrement à ce fonds de réserve et elle va participer grandement aux décisions qui concerneront ce fonds de réserve, tout simplement parce que le mode de croissance de la Chine dépend de la monnaie. Beaucoup plus, par exemple, que le mode de croissance de l'Inde qui dépend de la consommation. Donc pour la Chine, c'est stratégique, c'est important. Il faut qu'il se couvre, il faut qu'il se protège, il faut qu'il soit en mesure de faire face aux mouvements mondiaux monétaires qui pourraient être déterminés par les États-Unis. Ou déterminés indirectement si les États-Unis, par exemple, mettent fin à cette politique d'assouplissement quantitatif tout à coup, il y aura un impact monétaire. La Chine veut prémunir ça. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi d'incendie. Donc le siège a été choisi pour le Shanghai. Donc comment voyez-vous le statut économique de Shanghai, de cette ville? Parce que je sais que vous avez vécu à Shanghai pendant 6 ans, n'est-ce pas? Oui. Puis j'étais diplômé de l'Université de finance et d'économie de Shanghai et j'ai vu l'évolution. Mais c'est un centre financier incontournable.
On parle même, alors il y en a qui disent que maintenant il y a une concurrence entre Shanghai et Hong Kong, par exemple. Personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il y a Hong Kong qui s'occupe de certaines choses, il y a Shenzhen aussi pour les PME, et il y a Shanghai pour la bourse. Donc ça veut dire, ça officialise encore un petit peu plus l'entrée de Shanghai dans la finance internationale. Cela dit, ça a été une négociation. Les Indiens, par exemple, hésitaient un petit peu à laisser le siège aller à Shanghai, donc en conséquence, en échange, ils ont eu le droit que le premier président en tout cas, soit indien. La dernière réunion des BRICS a été suivie attentivement par les pays occidentaux qui ont souligné les risques liés à un ralentissement économique de certains des pays membres. Donc, comment interprétez-vous ces commentaires? Je pense que, bien sûr, les pays membres du BRICS ont connu un développement économique un peu différent, surtout depuis 2 ans. Le Brésil a eu un peu plus de difficultés, l'Inde a eu des fuites de capitaux massives, etc. N'empêche que, globalement parlant, sur le plan international, ces pays ont eu une performance économique pas mal, un taux de croissance relativement stable encore. Bien sûr, il y a eu une chute du taux de croissance au Brésil, mais ça s'est stabilisé. Et justement, la création de la nouvelle banque de développement servirait probablement à soutenir davantage ces pays membres dans la réalisation des projets économiques fondamentaux, des projets d'infrastructure, etc., qui pourraient soutenir la croissance économique de ce pays dans l'avenir. Quel est votre avis? Ce que les Occidentaux veulent dire, c'est que c'est la fin du modèle d'émergence tel qu'on le connaît. Les pays émergents, ils ne sont plus émergents, ils ont émergé. Ils ne seront peut-être pas exactement de la même façon que les pays occidentaux, parce qu'il ne faut pas croire que le modèle occidental est parfait et total. Non, ils entrent dans une nouvelle phase. Les dernières années de croissance, en tout cas pour la Chine, qu'on connaît, c'était le modèle qui continuait. Parce que pendant 3 ans, après la crise, la Chine a continué son modèle de croissance telle qu'elle l'avait avant, alors que l'Europe et les États-Unis ont, eux, choisi de mettre en place des réformes. Mais ça, c'est normal, c'est parce que c'est grâce à la Chine, un petit peu, qui a continué sa croissance, que le monde a pu continuer de tourner, alors que l'Europe et les États-Unis, eux, mettaient en place leurs réformes. Aujourd'hui, c'est au tour de la Chine de mettre en place ces réformes, et Xi Jinping est en train de le faire. Dès qu'il a commencé son mandat, en fait, il a mis en place les réformes. Donc, on prévoit un ralentissement, une structuration, une consolidation de la croissance chinoise. Donc cette consolidation marque l'entrée dans le développement durable de la Chine. Et cette structure qu'ils mettent en place, la structure de la Banque de développement, va officialiser un petit peu ça. Ça va donner un framework, un outil qui permettra à tous ces pays émergents de travailler entre eux. Parce que si on regarde les membres, vous voyez la Russie et le Brésil qui sont exportateurs d'énergie, vous voyez l'Inde et la Chine qui ont besoin d'énergie pour industrialiser, et vous avez un petit complémentaire, vous avez l'Afrique du Sud qui exporte au niveau minier. Donc déjà, cet ensemble, s'ils arrivent à vraiment travailler ensemble, c'est ce qu'on leur souhaite, va leur permettre d'officialiser ce passage au développement durable. Et notre émission touche à sa fin. Merci, messieurs, de votre présence et de vos éclairages. Merci à vous. Merci. Et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur CCTV français. Au revoir.